Bienvenue à Moteur, Action, Inclusion, la toute première série vidéo proposée par Futur et Média, la plateforme éditoriale du Fonds des médias du Canada. Alors pour cette primeur, on se concentre sur les enjeux de diversité sur les écrans au Québec et surtout sur les pistes de solutions qu'on voit à l'horizon. Merci de l'invitation pour t'accompagner dans cette discussion super pertinente puis je dirais urgente d'avoir. On a réuni 20 personnes clés de l'industrie autour de 5 tables rondes pour parler longuement, pour échanger et pour réfléchir à l'avenir de cette industrie qu'on souhaite plus ouverte, plus équitable et plus inclusive en ayant en tête les prochaines générations. On va les joindre. On y va! Dans cet épisode de Moteur, Action, Inclusion, nous allons diriger nos réflexions sur la création. Comment s'assurer que l'industrie audiovisuelle francophone soit inclusive pour toutes nos créatrices et tous nos créateurs? Avec nous pour éplucher cette question complexe, Julie Obamsawin, productrice, cofondatrice et présidente de Kasiwi Media, Koale, cinéaste et metteur en scène, Marika, réalisatrice et scénariste, et enfin Will Prosper, réalisateur et activiste. Merci beaucoup tout le monde d'être là, on est vraiment content de vous voir. Comme vous savez, l'objectif de cette série-là, c'est de parler de l'état actuel de l'industrie, des défis en termes d'équité et inclusion, et puis de réfléchir ensemble à des pistes de solutions, des façons de créer dans l'avenir une industrie qu'on va être fiers de léguer collectivement aux prochaines générations. Je sais que c'est un thème qui tient à cœur à beaucoup d'entre vous. Donc voilà, merci encore d'être là. Plaisir. Et merci Gaëlle pour cette initiative. Je suis très contente, je suis excitée même de voir ce groupe-là, des gens que je connais depuis quelques temps. Et notamment, on va parler aujourd'hui de la création, tout le processus de création, production et création en général, et voir c'est quoi les empêchements, les défis, mais à la fois, qu'est-ce qu'on voit comme piste de solution en essayant de commencer à s'arrimer à des changements, on espère. Ouais, alors avant d'entrer un peu dans le vif du sujet, une petite question un peu plus personnelle que j'aimerais vous poser à tous les quatre. Quand vous avez créé votre première œuvre audiovisuelle, s'il fallait en nommer un, quel était le plus grand défi? On peut commencer avec toi, quoi? Oui, on peut. Je ne sais pas si on peut considérer ça une œuvre, mais ça a été à l'adolescence quand j'ai commencé à filmer ma famille. Et le plus grand défi, ça a été de leur expliquer que je voulais en faire une profession, puis que c'était pas juste un passe-temps ou un loisir. Ah oui, j'ai vécu ça aussi. Quelqu'un d'autre? La réponse de Koa m'emmène aussi à l'adolescence et puis aussi aux premières œuvres que moi j'ai écrites où j'ai torturé en fait ma famille parce que c'était les personnes qui étaient les plus accessibles. Donc j'écrivais mes œuvres et puis je les forçais à jouer dedans. Et puis après j'invitais toute la famille aussi. Donc je dirais peut-être c'est l'organisation en fait et puis de convaincre que c'était vraiment quelque chose de sérieux et que ça valait la peine d'y consacrer du temps. Moi, je dirais que c'est pas la première chose que j'ai fait, mais c'est comme un constat général que je constate encore. C'est le temps. C'est le temps qu'on a besoin pour bien faire les choses. Peu importe qu'est-ce qu'on fait pour raconter, pour bâtir des partenariats avec les gens qu'on porte à l'écran, pour prendre le temps de discuter sur qu'est-ce qu'on a le droit de montrer, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de montrer, qu'est-ce qui appartient à quelque chose de l'ordre du sacré, puis jusqu'où, quelle est la limite de ce qu'on peut faire. Sans rentrer dans trop de détails, on parle beaucoup des protocoles de chemin cinématographique là, pour les productions autochtones, puis moi, j'ai une préoccupation depuis que je suis très, très petite de pouvoir travailler dans un cadre très respectueux, mais avec le contenu, pas juste avec les gens, évidemment avec les gens, mais aussi avec le contenu. Comment on traite ça, jusqu'où on peut aller. Puis ce qu'il faut savoir, c'est qu'une communauté autochtone, une autre, une nation, une autre, c'est très différent la manière avec laquelle le cadre se fait, ce que les gens veulent qu'on porte à l'écran est différent aussi, puis les limites ne sont pas toujours les mêmes. Donc, je dirais que la diversité des voix que j'essaie de transposer à travers tout ce que je fais, c'est aussi le défi parce qu'il faut s'adapter et pour ça, ça prend du temps. Il faut se donner du temps pour aller rencontrer les gens pour que tout le monde soit confortable dans ce qu'on fait.
Et toi, oui? Ben, pour moi, tu sais, l'œuvre la plus difficile à créer, c'est de croire qu'on est nous-mêmes une œuvre ou qu'on peut en créer aussi, tu sais. Parce qu'en grandissant dans certains endroits, je pense qu'il y a des réalités qui font en sorte qu'on ne peut même pas penser qu'on peut être réalisateur, producteur, et ainsi de suite, surtout quand on est issu de la diversité. Donc, c'est de franchir cette première barrière-là, qui est immense pour beaucoup de jeunes qui ne se voient pas à l'écran, qui ne se reconnaissent pas à l'écran. Et ça, en soi, ben, c'est la première bataille qu'on peut avoir. Moi, je me rappelle, étant plus jeune, j'écrivais des histoires tout le temps, puis j'espérais qu'il y avait un seul professeur qui disait « Ah oui, tes histoires sont fabuleuses, tu devrais aller faire tel métier. » Quand ça arrive jamais, et tu passes à travers toute cette panoplie-là de professeurs, puis il n'y en a pas un seul qui voit ce potentiel-là, mais tu peux même pas croire que tu peux exister dans certains univers. Donc tu t'en vas vers des voies faciles qu'on voit toujours tes communautés aller vers. Donc pour moi, c'est ça qui était le plus difficile, c'est de franchir cette étape-là. Et si on commence dès un jeune âge, à réaliser qu'on peut devenir cette personne-là, mais on gagne des années. Mais plus on retarde, ben plus ça prend du temps et plus nos œuvres ben, vont être teintées par ça, parce qu'il y a de l'expérience qui doit être acquise. Donc, c'est pour ça que pour moi, le combat, c'est à travers la jeunesse pour s'assurer que ceux-ci peuvent voir qu'ils peuvent devenir réalisateurs, réalisatrices, productrices, et ainsi de suite, ou n'importe quoi, directeur photo dans cet univers-là. Oui, parce que là, tu parles de derrière l'écran, on parle beaucoup de se voir à l'écran, mais se voir derrière l'écran aussi, c'est encore un autre défi. Donc là, justement, on va passer à peut-être plus collectivement à l'échelle de l'industrie. Oui, voilà, donc lançons-nous dans la discussion. Donc, je vais quand même lancer la question ouverte sur nos défis actuels de création. C'est quoi vraiment, dans un contexte d'une industrie plus inclusive, c'est quoi vraiment les plus grands empêchements qu'on voit actuellement pour vous comme producteurs, productrices, créateurs, créatrices en général? Je pense que le plus grand défi, en fait, c'est peut-être réaliser collectivement qu'il y a un problème et l'accepter collectivement pour ensuite opérer des changements au sein, à l'intérieur des multiples systèmes qui composent le système dominant. Et pour ça, ça prend des mesures. Donc, tu sais, puis là, on descend, puis on va dans le micro. Je pense que c'est un navire qui est immense, composé de beaucoup de gens avec des intentions très différentes, avec des objectifs, des agendas très différents. Et je pense que le plus grand défi, c'est de proposer une vision qui est commune, qui est rassembleuse, une vision politique, une vision sociale, une vision culturelle, qui permet ensemble de transformer ce système-là. C'est abstrait, mais après ça, je pense qu'il faut mettre en place des mesures, des politiques, des engagements, des commitments de la part des créateurs, des producteurs, mais surtout des institutions, de ceux qui gèrent l'argent. Notre argent, l'argent de nos taxes. Dans notre système, c'est comme ça que ça fonctionne. Et si on descend un peu plus bas, ben, il y a des humains qui gèrent ces fonds-là, et il y a des humains qui sont en place et qui ont des intérêts divers. Et il faut que ces personnes-là soient prêtes au changement. Puis parfois, le changement nécessite laisser sa place, perdre certains ou partager ses privilèges. Ça, c'est un pan, et après ça, je pense que c'est comme un cercle vicieux, c'est-à-dire que pour pouvoir être plus nombreux à pratiquer, pour avoir une plus grande diversité de points de vue, de regards dans le milieu artistique, dans le milieu culturel, il faut qu'on puisse se voir. Donc, ce changement-là ne peut pas se faire tout de suite, mais il faut avoir une visée. Ce n'est pas dans 1 an, ce n'est pas dans 2 ans. Il faut aspirer à un monde qui est différent, à une télé, à un cinéma, à un théâtre, à une musique qui est différente dans quelques années. Puis il faut commencer tout de suite pour que les plus jeunes, comme ce que Will disait, puissent se projeter, se dire « moi aussi, je peux occuper cette place-là ». Pas juste devant l'écran, là. Moi aussi, je peux être un directeur de programmation. À la télévision nationale. Moi aussi, je peux choisir des émissions. Moi aussi, je peux participer à des politiques. Et ces jeunes-là se retrouvent, malheureusement, se voient souvent dans les mêmes archétypes de profession. Pour chaque communauté, là, il y a vraiment encore, malheureusement, des stéréotypes, des archétypes, fait qu'ils peuvent juste se projeter dans ce monde-là. Fait que je pense que nous, pour ma part, en tant que créateur, ce que je peux faire, c'est essayer de jouer avec cette image-là, ou du moins de la perturber.
proposer quelque chose de différent ou de sincère, d'honnête, mais de contribuer à ma façon, du moins dans la communauté asiatique. C'est celle que je comprends le mieux. Puis encore là, j'ai communauté asiatique, mais ça devrait être au pluriel. Là, si je peux dire la communauté vietnamienne. Puis encore là, montréalaise, tu sais, puis... mais ça, c'est quelque chose que moi, je peux faire pour l'instant. Super. Et ça, c'est vraiment macro, mais dans la pratique, pour vous, là, quand vous avez souhaité faire un projet, vous avez l'idée, vous avez l'équipe, c'est quoi les empêchements aujourd'hui vraiment pour aller en avant, qui limitent cette capacité de produire ou créer? Moi, j'aurais envie de dire que déjà, la première étape, c'est qu'une fois qu'on a une idée, en fait, c'est de trouver le bon interlocuteur ou la bonne interlocutrice. Parce que ce qui se passe, c'est que donc, un créateur, une créatrice produit quelque chose, écrit quelque chose, et puis dès qu'elle partage, il y a tout de suite un frein parce qu'il y a une interprétation, en tout cas elle se trouve dans une position où on ne comprend pas quelles sont ses intentions, où l'évaluation de ce qu'elle a écrit est considérée à travers un prisme qui n'est pas adéquat en fait, simplement parce qu'il y a des différences culturelles où alors on applique un prisme culturel qui n'est pas celui d'origine. Et puis je sais pas, je pense par exemple à des projets ou des personnages afrodescendants qui sont lus et puis interprétés comme dans un sens qui est complètement différent en fait, ou même des fois la raison pour laquelle le projet est fait, en tout cas l'idée maîtresse derrière le thème, la thématique est même pas comprise. Si la personne qui reçoit votre projet est pas équipée pour l'évaluer, et puis ça c'est quelque chose, ça pose problème parce que vous êtes un peu dans une situation où vous pouvez pas avancer alors qu'en fait dès le départ, on n'a pas compris ce dont vous parliez. Ça, c'est vraiment... voilà. Et puis ça, je pense que chacun d'entre nous a des anecdotes là-dessus, d'avoir des commentaires qui ont absolument rien à voir avec votre projet. C'est pas... Voilà. Tu as l'expérience un peu comme ça, ouais? Oui, mais en fait, pour rebondir sur ce que tu dis, je pense que le cadre est très rigide. On est dans une industrie qui s'appelle une industrie. Je pense que ça, c'est un des problèmes parce que souvent, quand on présente des projets, la première chose qu'on me dit, c'est qu'on me parle de code d'écoute. Puis là, on me dit, ouais, mais tu sais, ça, là, Julie, ça ne concerne pas tout le monde. Mais j'ai dit, évidemment que ça concerne tout le monde. Je pense qu'il y a quelque chose sur la compréhension que les gens ont de ce qu'ils portent à l'écran aussi, soit sur des comités de sélection ou chez les diffuseurs, qu'il faut repenser aussi. Il y a un cadre rigide qui a des réflexes financiers très forts. On sait qu'on est dans une industrie, on sait qu'il faut y arriver, mais des fois, j'ai l'impression que les sous sont souvent une finalité, puis ça me crée des problèmes et des malaises importants parce que j'ai l'impression qu'il y a des projets qu'on ne porte pas à l'écran parce qu'il y a des gens qui sont en position de décision qui disent « Ah oui, mais ça, pour mon public, ça ne va pas... » Mais le public, si on lui donne à voir des choses différentes, ça se peut qu'il les écoute aussi. Tu sais, je pense que ça aussi, c'est important. Puis le cadre est assez rigide aussi. Tu sais, c'est quand même un défi important de réussir à financer des projets selon les besoins qu'on a. Quand on fait, je vais parler pour moi, là, quand on fait des productions autochtones, tout l'établissement des protocoles, toute la formation de la relève qu'on doit mettre en place aussi parce qu'on a des manques criants de relève pour pouvoir s'assurer qu'il y a une multiplication des voix autochtones qui va s'effectuer dans les années à venir. C'est concret, ça, pour moi. Et tout ça, ça prend des sous et des moyens et du temps. Et souvent, quand on va présenter un projet, on se heurte à dire « Oui, mais c'est bien plus cher qu'un autre projet. Habituellement, une série de cette nature-là, c'est tant. » Je dis oui, évidemment, mais là, on travaille sur un projet comme ça. Je peux vous faire la démonstration de. Donc, on me ramène souvent l'élément financier et je comprends. Il faut assurer la bonne fin des projets, mais je pense qu'il faut aussi accepter que le cadre doit varier selon les projets et que ça va prendre un peu de courage politique, mais de flexibilité des réflexes habituels aussi pour pouvoir permettre à certains projets de voir le jour. Je pense que je parlais de la relève, je pourrais en parler pendant 3 jours, peut-être 3 mois, puis j'aurais pas dit tout ce que j'ai à dire, mais c'est sûr que pour nous,
Moi, quand j'étais petite, là, moi j'ai 43 ans, quand j'étais petite puis que j'écoutais la télé, à toutes les fois que je voyais des personnes autochtones, c'était pas des personnes dans lesquelles je pouvais me reconnaître parce que c'était des gens plus de l'Ouest ou de l'Ontario qui s'exprimaient en langue autochtone qui n'était pas la mienne et ou en anglais. Et je me reconnaissais rarement parce que la pluralité des voix autochtones, ça existe aussi. Donc, c'est difficile, pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure, pour les jeunes de voir qu'ils ont accès à faire ça. Tout le monde devrait avoir droit d'avoir des modèles positifs qui existent dans lesquels ils peuvent s'identifier puis dire « Ah, moi aussi, je peux faire ça ». Mais il y a des besoins qui découlent de former cette relève-là spécifiquement qui ne sont pas les mêmes besoins que d'autres relèves. Il faut aller bien au-delà de la journée de travail. Si les gens viennent, par exemple, d'une communauté autochtone où il y a un pourcentage beaucoup plus important de gens qui ont des responsabilités familiales, que la langue principale dans laquelle ils vivent, ce n'est pas le français, qu'il y a des enjeux de distance, qu'il faut que la famille vienne au complet, qu'on change le cercle, qu'on change le contexte. Vous savez, quand on me regarde, on a l'impression que peut-être que je suis pas si différente quand les gens se fient à ce que j'ai l'air, mais la manière avec laquelle je fonctionne peut paraître bien différent pour des gens, mais ça paraît pas à première vue. Donc, les gens s'imaginent que c'est un peu pareil pour tout le monde, mais c'est pas le cas. Quand quelqu'un vit en communauté plus éloignée, ses besoins sont spécifiques et il faut donner des référents culturels aussi pour pouvoir faire en sorte qu'il n'est pas complètement perdu à Montréal. C'est important, il y a un choc de la ville et c'est concret, ça. Quand on reste à Montréal, des fois, on le sent moins, mais nous, on sait que quand j'ai des gens qui viennent d'une communauté, puis que des fois, c'est la première ou la deuxième fois qu'ils viennent à Montréal, ça demande un accompagnement particulier. Et ça se finance pas, cet accompagnement-là, pour l'instant du moins. Alors, comment on fait ça à l'extérieur des journées de tournage? Quel partenariat on fait avec d'autres organismes de la Ville de Montréal pour offrir un support adéquat? Comment ça fonctionne? Le spectre des besoins, il est grand, il est vaste, mais c'est important parce que c'est ça qui fait que les expériences sont positives aussi, puis il faut que les jeunes qui viennent aussi des communautés, qui vivent en communautés plus éloignées, aient le même accès que les autres, sinon on crée des inéquités. Donc, c'est ça le défi. Donc, ça prend un peu plus, je pense, de flexibilité pour comprendre que quand moi, j'explique que pour faire ce projet-là, oui, ça va coûter ça de plus, mais ça aura ça et ça et ça comme bénéfice. Je pense qu'en bout de ligne, tout le monde va être gagnant. Mais je pense que souvent, on pense au projet et à la diffusion d'un projet. Mais il faut arrêter de penser à un projet comme une finalité. Il faut voir aussi tout ce que ça crée dans l'esprit de la relève, puis tout ce que ça peut créer au public pour changer les choses. Un projet, ça ne finit pas sa vie quand c'est diffusé. Ouais. Peut-être, Will, toi, tu es réalisateur, puis à la fois tu travailles beaucoup avec les jeunes. Comment tu maries les deux choses, faire ton métier, puis à la fois faire ta contribution avec les jeunes, avec les exclus, souvent en ville, mais qui sont, même s'ils sont en ville, se sentent un peu délaissés dans les écrans et en général dans l'industrie? C'est une grande question, hein. Merci. Puis, il y a plusieurs complexités parce que quand on débute comme créateur-créatrice, puis on veut soumettre un projet, puis on est issu de la diversité, il y a tout un cadre qui est une hégémonie culturelle. Donc, c'est le système dans lequel on va aller pousser notre œuvre. Mais il y a une manière de fonctionner, comme tu le mentionnes, qui est très typique. Les cadres sont déjà préétablis. Il y a une manière qu'on sait que si on écrit de cette manière-là, on risque d'avoir des subventions. Si on écrit de notre manière, ça risque de faire en sorte comme, OK, pourquoi la personne réfléchit de cette manière-là? La société québécoise, quand tu regardes les œuvres qui sortent de cette société-là, c'est très similaire, hein, les œuvres qui vont sortir, parce qu'il y a aussi un processus, il y a des gens derrière des jurys qui prennent des décisions similaires parce qu'ils se disent, ben, c'est comme ça que ça fonctionne, puis ça a fonctionné pour d'autres œuvres dans le passé, tu sais. Donc, on se challenge pas énormément aussi, donc ça, c'est une autre problématique. Mais moi, j'aimerais dire aussi que des fois, les gens qui sont issus de la diversité, ils ont un autre challenge aussi. Parce que, veut pas, on est teinté. Notre regard est teinté quand on grandit dans cette société-là. Et ça, déjà, en soi aussi, il y a un processus intérieur qu'on doit faire de décolonisation. Et c'est la même chose quand on va faire une œuvre. Ici, au Québec, quand on fait des œuvres, ben, quand on écoute la radio, à titre d'exemple, il n'y a pas de musique en arrière. Tu sais, c'est comme on parle, puis c'est très relax, puis on ne veut pas soulever de combat ou quoi que ce soit. Quand on va dans les Caraïbes, tu écoutes la radio, il y a de la musique, les gens parlent fort, il y a un esprit, il y a tout ça qui en fait partie. Mais ça, dans un film, les gens qui vont être sur le jury, ils vont pas avoir cette compréhension-là. Pour eux, ils vont vouloir une œuvre qui reflète ce qu'eux ont comme hégémonie culturelle. Et ça, c'est tout un défi de casser ça aussi, intérieurement, casser ça aussi à travers les jurys. Donc, pour moi, il y a beaucoup de travail à faire
dans ce sens-là. Puis après ça aussi, d'un point de vue financier, comme Julie le mentionnait, c'est une autre complexité parce qu'il faut arriver à faire financer son œuvre, mais il faut arriver à être payé aussi pour scénariser son œuvre. Beaucoup de gens dans les communautés ici de la diversité, ben, ils écrivent, puis ils prennent le temps d'écrire, mais en même temps, ils doivent faire un autre job, ils doivent travailler ailleurs, et ainsi de suite. Ils n'ont pas cette liberté de création où est-ce que tu sais que tu es assuré comme créateur de pouvoir justement écrire ton œuvre sans te soucier à prendre soin à 20 millions d'autres choses. C'est ça. Puis le processus, même quand on veut diffuser nos œuvres dans des médias, c'est pas si simple que ça. Il faut trouver premièrement une maison de production qui comprend pourquoi on veut pousser cette œuvre-là. Après ça, il faut que la maison de production trouve un télédiffuseur qui soit prêt à pousser cette œuvre-là. Mais en même temps, il faut trouver un bailleur de fonds qui va financer cette œuvre-là. Donc, il y a plusieurs étapes où est-ce qu'on doit déconstruire justement ces milieux-là pour pouvoir les faire comprendre. Puis après ça, tu as les gens qui siègent sur le jury qui vont voir si ton œuvre est recevable ou non. Là, tu peux avoir des gens dans ce jury-là qui vont choisir, bon, ben, cette œuvre-là, pour peu importe la raison, on trouve toujours une raison bizarre pour essayer de tasser certaines choses de côté. Donc, pour moi, tu sais, il y a tellement de choses sur lesquelles on doit travailler et c'est un travail de longue haleine. Puis après ça, il y a les réalités du système aussi. Moi, je veux faire un documentaire. Il y a combien de diffuseurs ici au Québec qui poussent des documentaires long-métrages? Radio-Canada en fait peut-être un par année. Après ça, Télé-Québec, pratiquement pas. Il me reste quoi? J'ai pratiquement plus rien. Et pour aller chercher ce financement-là, le FMC m'oblige d'avoir une licence télévisuelle. Donc, mon œuvre ne va jamais voir le jour parce que je vais être limité par ce système-là qui est déjà, il faut qu'on ait une licence télévisuelle, alors qu'il n'y a pratiquement pas de poste de TV qui offre ces licences-là. Fait qu'on se ramasse avec des œuvres qu'on ne verra jamais parce que justement, ce processus est déjà à la base déficient. Et qui rend les créateurs, créatrices précaires. Et pour aller plus loin là-dessus, j'ai envie de vous demander, c'est quoi justement les risques à long terme de ne pas prendre soin des créateurs et créatrices dans l'industrie là? Bien, je pense que, je ne sais pas pour vous, là, mais moi, je fais un nombre d'heures par semaine astronomique. C'est rendu un peu fou, je ne sais pas trop comment qualifier ça, parce que là, il y a les projets, il y a la production, il y a le développement, il y a la relève, il y a participer à des événements comme ça auxquels on dit oui parce que c'est important que cette voix-là soit représentée, qu'on participe à la discussion, mais les défis présentement sont multiples et on est quand même très peu à porter ça. Il faut qu'on devienne plus nombreux, mais ce que je veux dire, c'est que il y a quand même un risque d'épuisement, puis je vais m'expliquer. Moi, j'ai eu énormément de propositions cette année concrètes, là, dire « Ah, mais tu veux pas faire ça avec nous, faire ça avec nous, faire ça avec nous, faire ça avec nous. » Puis, à un moment donné, c'est pas une question d'intérêt, c'est une question de temps écran qui fait en sorte que des fois, c'est juste plus possible. Puis, je pense que c'est important de faire des discussions comme ça, mais je trouve aussi que ça fait longtemps qu'on parle. Ça fait longtemps qu'on parle de choses. J'ai l'impression qu'on radote un peu sur les mêmes choses depuis plusieurs années, des fois, de manière plus dense maintenant depuis la pandémie, parce qu'on a eu plus le temps de créer plein d'événements où on discutait à distance. Mais je pense qu'on est dû pour des choses concrètes qui vont nourrir notre énergie différemment. Là, je pense qu'on est beaucoup dans on veut faire des choses. Moi, ça fait... Je serai toujours une Abénaki avant d'être productrice. Hein? Donc, mon discours ne change pas. C'est juste que j'ai plus de mots que j'avais quand j'étais plus jeune, puis le discours s'est raffiné, puis les intentions aussi, mais je ne vais pas changer qui je suis fondamentalement. Donc, j'ai besoin de concret. Ça m'épuise que les choses ne changent pas de manière concrète pour moi. Je pense qu'on en parle, les gens sont bien intentionnés, mais c'est pas juste des bonnes intentions que ça prend, ça va prendre du courage politique pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure. Et je pense aussi que le courage, ben ça va commencer par peut-être des diffuseurs qui vont réaliser que, pour rebondir sur toi, ce que tu disais, que les voix vont se multiplier en passant fondamentalement par du documentaire. Ça peut pas faire autrement. Le premier projet que tu vas faire comme réalisateur, comme scénariste ou comme producteur, ça sera pas une œuvre de fiction. Ça va probablement passer par du documentaire ou du court-métrage, mais dans une œuvre qui est diffusée d'une durée à peu près d'au moins 1 heure télé, avec une licence télé,
ça va passer par le documentaire. Donc, si on dit oui, on encourage les voix, on est là pour la diversité, on supporte, mais que concrètement, on ne multiplie pas les occasions que le documentaire soit présenté à l'écran, où on ne finance pas de manière plus adéquate, en cohérence avec ce discours-là, le documentaire, bien, on fait un peu un vœu pieux. On dit un peu, oui, OK, on veut faire ça, mais dans le fond, on ne change rien. On dit juste qu'on veut le faire. Bien, vouloir faire quelque chose, ça ne change rien. C'est une intention, mais il faut dépasser l'intention. On est en 2022, je pense qu'il faut qu'il y ait des gestes concrets qui soient faits à énormément de paliers, d'abord de gouvernement, d'abord aussi dans les institutions, mais aussi chez les diffuseurs, parce que les diffuseurs, il faut qu'ils réalisent que ce qu'on a à raconter, c'est pas nécessairement ce qu'ils veulent qu'on raconte. Et ça, je pense que c'est très différent. Et il faut aussi que les diffuseurs réalisent qu'ils le savent, mais je le dis parce que c'est important, ils ont un poids excessivement important de vie ou de mort sur un projet. Et ça, dans la manière avec laquelle l'industrie fonctionne présentement, ben ça dépend qui reçoit ton projet, puis ton niveau de conviction, puis la personne qui le porte. Puis bon, donc, quand on est dans des premiers projets, c'est difficile de s'outiller parce qu'on a des obligations de performance, de pitch qui sont excessivement importantes à atteindre. Donc, j'essaie de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour que tout ça soit plus accessible et que ce soit plus réaliste, mais concrètement. Il faut que les différences se fassent dans des nouveaux programmes, dans des nouvelles solutions, dans des obligations, dans plein de choses. La solution, elle est multiple, mais il faut aussi qu'au niveau du contenu, les gens nous fassent confiance puis dire oui, c'est important de porter ça à l'écran, c'est pas juste qu'est-ce que tu souhaiterais me voir porter. Je ne sais pas pour vous, là, parce que j'aimerais ça lancer une question, mais moi, je n'ai jamais réussi à financer un projet qui n'était pas un projet autochtone. Ça ne m'est jamais arrivé. Alors, je pense que ça aussi, c'est une réflexion à avoir. Moi, je suis de la nation abénaquise. Par respect pour ceux qui m'ont précédé, qui ont vécu avec un vent de face beaucoup plus fort que moi, ce que j'ai présentement, mais aussi pour ouvrir le chemin pour les prochaines générations, j'ai décidé d'être une productrice, puis à travers majoritairement et principalement la télé, qui est un médium excessivement fort, j'essaie de participer à partager ma vision du monde à travers les différents projets, mais ce n'est pas une mince chose. Mais je serais curieuse de vous entendre à savoir si vous avez déjà réussi à vendre d'autres projets. Moi, on m'envoie à l'enveloppe autochtone du Fonds des médias. Ça, il faut réfléchir à ça, parce que l'enveloppe autochtone du Fonds des médias, on y reviendra, mais il y en a une qui correspond à un cadre fixe de ce que c'est fitter dans ce cadre-là. Donc, je pense qu'il y a une réflexion à faire, mais je reviens à ma question. J'aimerais ça savoir si vous avez réussi à vendre autre chose que ce que vous présentiez comme voie, là. Et avec ça, l'effet des silos et des ghettoisations qui sont un effet pervers parfois de certaines politiques un peu à premier degré, non? Je ne sais pas si vous avez quelque chose à répondre encore. Pour répondre à ta question, Julie, pas pour le moment. Et puis, en tout cas, de ce que j'ai vécu jusqu'à présent, je dirais que c'est mal parti pour que ce soit ça. Parce qu'effectivement, comme toi, je sens que en tout cas, que ma maison de production est dirigée vers une enveloppe spécifique et que d'envisager quelque chose au-delà de ça, pour le moment, c'est pas réaliste. Et pour revenir aussi sur ce que tu disais par rapport à l'épuisement, moi, c'est quelque chose aussi qui me parle beaucoup parce que je le vois, je trouve qu'actuellement dans l'industrie, que ce soit au niveau des créateurs, au niveau des producteurs, toutes les personnes de la diversité, là, il y a un poids et puis il y a il y a un poids énorme qui pèse sur ces personnes-là, dans le sens où elles doivent... alors, il faut pouvoir convaincre les diffuseurs, il va falloir expliquer votre projet, il va falloir aussi, comme tu dis, essayer de soutenir des personnes qui veulent... qui essaient d'intégrer l'industrie. Et puis là aussi, on se rend compte que les parcours sont pas du tout les mêmes parce que les opportunités n'ont pas été les mêmes. Donc, les obstacles et puis les besoins sont pas les mêmes. Mais ça, c'est pareil parce que comme ça rentre pas dans, je dirais, le parcours
officiel, c'est complètement oblitéré. Et en fait, ça retombe sur les personnes qui ont envie, en tout cas des bonnes volontés, d'aider, en tout cas, parce qu'on a envie de voir un changement, parce qu'on a envie que les choses avancent. Et puis ça, c'est sur le long terme. Moi, je vois pas, je me dis, mais parce qu'il y a toujours un moment où, et je pense que je suis pas la seule, avec mon associé, on est toujours, OK, est-ce là, il y a un problème. Est-ce qu'on prend du temps pour vraiment régler le problème, ou alors est-ce qu'on s'occupe de la maison de production dans laquelle qui est encore en démarrage, et est-ce à quel point, en plus de ça, il y a les obligations familiales, voilà. Mais on a envie de voir un changement, et puis après, c'est l'épuisement, quoi. C'est vraiment, donc c'est ça. Et je trouve que il y a quelque chose de complètement aberrant, parce que c'est un problème sociétal. C'est absolument pas le souci des personnes de la diversité, c'est tout le monde là. Voilà. Et puis ça, je trouve que ça me ramène à ce que tu as dit au début, Coas, dans le sens où on est d'abord des êtres humains. Et pour moi, je trouve que vraiment, et c'est peut-être un peu utopique, mais il y a, en tout cas, vivre ensemble, ça suppose que tu t'intéresses un petit peu à l'autre, et que tu sois dans une position juste d'écoute. C'est ça. Si on est capable d'avoir une position d'écoute et juste de laisser la place à l'autre et se dire, OK, moi je connais peut-être pas ça, mais je peux laisser l'espace à l'autre pour exister, pour m'expliquer comment c'est pour lui, là. Ça, pour moi, c'est déjà un début. Or, pour le moment, on est vraiment loin, loin, loin de ça. Vas-y. Non, j'allais dire, on se projette justement, mais c'est l'objectif là, de se projeter un peu plus loin. Et tu parles d'utopie, mais justement, allons-y. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait espérer dans cet avenir-là? J'allais rebondir sur ce que Marika a dit, puis Julie aussi. Je trouve qu'il y a un autre aspect qui est très lourd aussi pour les créateurs et créatrices, qui sont issus de la diversité, bien sûr, c'est que souvent, on va être interpellé dans les médias pour parler d'enjeux qui ne sont même pas en lien avec le côté artistique qu'on a. Et tandis que d'autres créateurs qui sont blancs, eux, ils vont venir pour parler de leurs œuvres. Mais on ne va pas leur poser des questions. Ouais, qu'est-ce que tu penses de la discrimination? Qu'est-ce que tu penses du racisme? Qu'est-ce que tu penses du profilage racial? Ils n'ont pas à se soucier de ça. Et ça, c'est du temps de cerveau qui est énorme. Et c'est un point énorme à porter. Et donc, c'est quelque chose à défendre continuellement. Et ça repousse aussi ton temps de création propre à toi aussi. Mais non seulement ça aussi, c'est que tu es dépeint d'une certaine manière dans les médias. Moi, combien de fois j'aurais juste aimé parler de mon art, mais les gens me voient comme le militant et c'est comme ça que je suis cadré, et on ne pense pas à tout cet autre côté, parce que jamais je suis interpellé pour ces enjeux-là la plupart du temps. Et c'est toujours pour venir sur des tables ici pour parler de la diversité. C'est plate à dire, mais on parle encore de la diversité. On parle même pas de l'artiste fabuleuse qui est derrière elle. T'sais, c'est pas ça qu'on est en train de faire présentement. T'sais. Mais je comprends qu'on doit avoir cette conversation-là, puis c'est très embryonnaire comme conversation, surtout au Québec. Il y a une différence entre le Québec et le Canada. Le Québec, moi, quand je vois comment ça se passe avec mes collègues au Canada, let's go, ça sort, là. C'est à gauche et à droite. Et je trouve qu'ici au Québec, ça prend plus de temps. On le voit avec Radio-Canada français, qui veut dire le mot en haine. Je doute que la CBC aurait jamais fait ça. Et ça, c'est les gens de la haute direction qui sont en train de dire, on va garder l'usage de ce terme-là. Ça ne représente pas la diversité. Il y a des gens qui essaient de pousser ces portes-là à la diversité, puis eux, ils sont en train de nous mettre ça dans la gueule. Donc, ça en dit beaucoup sur la société d'État d'ici au Québec, comparativement à ce qui se passe dans le Canada anglais. Donc, il y a beaucoup de chemin à faire. Ceci étant dit, c'est que moi, je vois qu'il y a une belle progression aussi. Je regarde, il y a beaucoup de gens qui ont une plus grande ouverture, qui essaient de se soucier. Je vois des changements au sein des jurys, au sein des différents bailleurs de fonds. Et je trouve qu'il y a quelque chose de très, très bien, mais on est à un début. Il y a beaucoup de choses à réfléchir. Tu sais, moi, je regarde un film que je fais qui se nomme Freddy. Je suis avec un producteur blanc. Moi, je n'ai pas accès aux différentes poches de la diversité. Je suis quelqu'un de la diversité qui fait un film sur quelqu'un de la diversité, mais je n'ai aucun accès à certains financements de la diversité à cause de ça aussi. J'irais bien chercher parce que je vois un paquet d'autres œuvres qui vont chercher ce financement-là. Donc, parce que j'ai un producteur blanc qui est là, qui est quelqu'un, quand je parlais des gens qui sont des alliés, moi, j'ai vécu une situation où est-ce que j'ai eu une campagne de salissage. Il était le premier à venir me supporter. C'est quelqu'un qui faisait des films avec l'étranger depuis longtemps, tu sais. Lui, maintenant, ben, quelqu'un qui aidait puis qui a ouvert des portes pour beaucoup de personnes aussi, ben, lui, il est limité aussi dans le travail qu'il peut faire. Donc, c'est complexe, c'est pas si évident, et c'est pour ça qu'on a un long parcours à réfléchir, à se dire comment qu'on fait pour des personnes comme lui, comme moi, comme nous, qui sont dans ce milieu, parce qu'il y a une pluralité. Et pour parler justement de la création pure, comme tu disais, c'est quoi les étapes qu'on pourrait favoriser pour accélérer cette création diverse? Les étapes concrètes? Donner de l'argent pour qu'on puisse vivre de ça et se concentrer sur ce qu'on a à faire.
faut changer ce système-là. Là. Moi, c'est un problème systémique. Là. C'est ça le problème. C'est des humains, c'est des règlements, c'est des politiques. Puis il faut brasser tout ça. C'est aussi simple que ça. Tout ça, là, on peut on peut mettre en place un paquet de systèmes, là, mais il faut s'attaquer au vrai moteur là, qui nous propulse, qui propulse ce navire-là. Il l'opère pas de la bonne façon. Ce qui fait qu'il y a des barrières à l'entrée, il y a des producteurs racisés qui existent depuis 15 ans, 20 ans, et on les entend aujourd'hui pour la première fois. C'est pas normal. Il y a des créateurs qui existent depuis longtemps, qui écrivent des films, là, des cinéastes. Ah, et là, on découvre leur travail, puis on pense que c'est de la relève, tu sais. Ces gens-là existaient déjà, mais il fut un temps, tu sais, moi, je vais donner un exemple concret. J'ai fait un film documentaire, j'ai été voir une télé, et on m'a dit « Ah, mais il y a déjà un Vietnamien qui a fait un film il y a 3 ans. » Pas un film sur le même sujet. Un Vietnamien a déjà fait un documentaire il y a 3 ans. Ça, c'était il y a juste 8 ans, là, tu sais, ça fait pas si longtemps que ça. Donc, pour que cette personne-là puisse avoir ce pouvoir-là de tuer mon projet de cette façon-là, à une table comme ça, donc, désolé, cette personne-là déclenche un financement parce que les institutions demandent cet élément déclencheur. Et qu'est-ce qui me reste, tu sais? Donc il faut changer. Puis là, présentement, quand je dis le système, c'est que puis je reviens à ce que tu dis, puis je suis vraiment d'accord, on peut pas juste dépendre de la télévision. Nous, notre intention, c'est de proposer des visions. Puis aussi marginale soit-elle, il faut qu'il y ait un lieu d'acceptation puis d'accueil pour cette vision-là. On peut se tromper, mais c'est pas grave. Moi, j'ai aucun problème à aller voir un film puis dire « J'ai pas compris ce film-là, mais il y a une proposition. » Donc à qui on s'adresse? Je reviens encore à l'autre, mais c'est quoi une œuvre et c'est pour qui? Présentement, on crée tous collectivement, il y a un certain temps, pour un groupe d'individus qui sont majoritairement des hommes blancs. Donc, tout est formaté pour ce groupe d'individus-là. Donc, nous, on est là, puis inconsciemment, on se transforme au fil du temps, parce que c'est une des premières choses qu'on apprend lorsqu'on est, dans mon cas, issu de l'immigration, c'est de devenir l'autre. Tu deviens l'autre le plus rapidement possible si tu es wise. Parce que si tu ne deviens pas l'autre, tu restes à l'extérieur du système et tu ne peux pas opérer le changement. Moi, je suis à l'intérieur du système aujourd'hui. Chacun sa façon de contribuer. Il y en a qui vont préférer rester à l'extérieur et de crier. Moi, je trouve que c'est très valable. Il y en a qui vont le faire de l'intérieur. Il y en a qui vont être des snipers, puis qui vont rentrer, qui vont s'infiltrer. Je pense que toutes ces approches-là doivent exister tout en même temps. Mais ce dont on parle ici, c'est un double fardeau. Est-ce que j'ai envie d'être ici ce matin? Pas vraiment. J'ai du montage à faire. Je suis en picture lock cette semaine. Mais c'est un devoir que je me donne. Je ne suis pas obligé de le faire. C'est un devoir de citoyen. Pas juste en tant que créateur, c'est qu'on me donne la parole et je sais que c'est un privilège. Pour moi, c'est un privilège parce que je ne l'ai pas toujours eu. On m'appelle pour aller à une émission de radio pour parler d'un truc qui me concerne plus ou moins, mais qui est un enjeu important, qui ne me concerne pas, mais c'est surtout que je ne suis pas la bonne personne, mettons. Je suis ni une femme, ni un truc. Et je suggère quelqu'un et finalement, ils vont décider de parler de d'autres choses. Parce qu'ils voulaient que ce soit moi qui vienne parler de ce sujet-là. Bien, je porte ce double fardeau-là et je dois y aller et je dois être pertinent, éloquent et sensible et tout ça. Puis c'est aussi un stress parce que tu dis, je représente aussi des communautés. Dans ce cas-ci, c'est toutes les communautés, alors que je devrais juste porter ma voix. Donc, on est encore là, à chaque fois qu'on prend position dans un jury, à la télévision, à la radio, dans une œuvre, on nous demande de parler au nom d'un groupe d'individus et de répondre à des enjeux, alors que moi, très simplement, je vais juste faire mes œuvres. Là. Je vais juste partager quelque chose, puis après ça, je vais laisser l'œuvre exister, puis les gens diront si c'est bon, c'est pas bon, ou peu importe. T'sais. Puis ce double fardeau-là, on le porte tous présentement, puis il faut nous enlever ce poids-là. Comment? En multipliant, puis en ajoutant des acteurs et des joueurs dans la game, pour que cette responsabilité-là soit partagée. On va inviter Koa pour ce sujet, mais on va inviter un autre pour celui-ci. C'est pas normal qu'à notre télévision, présentement, dans le milieu mainstream, il y a un homme noir, une femme asiatique qui parle de cuisine, d'épices, de livres, de cinéma, de politique. C'est comme pas normal. Ces personnes-là ne représentent pas l'ensemble des Québécois, de tout horizon confondu. Fait qu'il faut... Puis ça, je pense que c'est vraiment c'est une vieille façon de concevoir la culture, puis il y a des gens qui sont en place et qui maintiennent cette façon de faire.
Puis je vois les changements s'opérer. Je pense qu'on a beaucoup d'alliés. Il y a des gens qui veulent perturber ce système-là. Puis je les vois tranquillement avoir du pouvoir, des gens qui s'infiltrent et qui finalement ont des postes décisionnels et ça s'opère tranquillement. Mais il faut rester vigilant parce que si on prend juste l'exemple des droits des femmes, qui ne datent pas d'hier, il y a eu ce qu'on pensait des acquis et ça s'est perdu, ça s'est effrité. Donc, il faut rester extrêmement vigilant. C'est pas parce qu'on voit des affiches de théâtre avec plus de personnes noires que nécessairement il y a des personnes afrodescendantes qui sont dans les systèmes. C'est pas parce qu'on instrumentalise moins, on fait des personnages un peu plus complexes asiatiques que ça va rester, tu sais. Donc, je pense moi, je reste vigilant, puis c'est très inconfortable comme posture parce que je suis pas politicien, puis j'ai pas envie de faire la politique, puis je suis obligé de faire la politique. Mais en parlant d'argent, par exemple, le fonds de médias, on a créé des programmes. Puis bon, ça, c'est le début de quelque chose, mais aujourd'hui, on s'est fait dire par exemple, les télédiffuseurs et certains producteurs du Québec dire « Oh, attends, au Québec, c'est différent, on peut pas, c'est trop vite, on n'est pas prêt, et ça prend une solution d'ici. » Donc, allons dans le concret. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on a vraiment à s'adapter, à trouver d'autres manières d'intervenir dans le système au Québec ou c'est juste une justificative de quelque chose? Juste une question, parce qu'il manque un élément important dans ce que tu mentionnes. Ouais. Qui te dit ça? Ben, les gens qui sont là, qui sont dans la position de recevoir l'aide et les financements, les gros du financement actuel, oui. Mais qui sont ces gens-là? Ben, c'est quelques diffuseurs et quelques maisons de production, oui, c'est ça. OK. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens issus de la diversité? Non, c'est clair. Exact. Puis c'est ces gens qui te demandent d'attendre. Mais est-ce qu'ils ont une différence? Est-ce qu'on doit avoir une différente approche ici et ailleurs? Mais la question est ça, je la lance. Moi, je vais juste parler de la réalité autochtone et ce n'est que la mienne. Mais en même temps, la réalité autochtone au Québec, les voix autochtones au Québec, puis au reste du Canada, on est 10 ans de retard. On ne questionne plus est-ce qu'il y a un retard. Ils sont en train de compter les années de retard qu'on a accumulées. Donc, parce que le bassin est plus petit, le nombre de voix est plus petit aussi, mais il y a un enjeu politique important ici. On est quand même représenté par un gouvernement qui ne reconnaît pas qu'il y a du racisme systémique dans le système. Alors, c'est difficile de mettre en place des paramètres qui vont favoriser ce type de production-là et l'importance qui y est attachée. Donc, c'est un peu ça que je dirais. Par contre, donc moi, je trouve que dans une enveloppe autochtone pan-canadienne, si on fait des comparaisons parce qu'on est tous en compétition les uns avec les autres, mais qu'on est 10 ans en retard sur le reste du Canada, à un moment donné, il ne faut pas se surprendre du petit pourcentage de production autochtone qui obtiennent une subvention à chaque année. Il y a une réflexion à faire là-dessus, puis c'est une réflexion sur laquelle on réfléchit, nous, depuis plusieurs années. On regarde qu'est-ce qui est financé chaque année, puis on dit, mon Dieu, il n'y a pas beaucoup de contenu aussi qui est en français dans le sens où qui n'est pas en anglais, évidemment qu'il y a du contenu en langue autochtone, mais il y a cette réflexion-là. Donc, pour nous, ça fait une énorme différence parce qu'on se dit la pluralité des voix autochtones, elle est excessivement importante. Donc, comment on fait quand on est tous en compétition dans une même enveloppe, mais que l'avancement des choses n'est pas la même chose ici versus dans le reste du Canada? Donc, pour moi, ça fait une différence très concrète, comme il y a une enveloppe au FMC auquel j'ai accès, avec laquelle je ne peux pas faire un projet uniquement avec Ma Nation, parce que Ma Nation n'a plus de locuteur vivant. Il y a qui ont gardé la langue, qui ont réappris la langue, mais on n'est pas un nombre de gens qui la portent qui est suffisant pour pouvoir dire qu'on fait 20 % de contenu originalement tourné en langue abénaquise. C'est triste, mais c'est ça. J'ai appris à me présenter en abénaki, je réapprends, mais c'est une langue excessivement difficile et on est loin d'être capable de faire financer un projet qui se passe complètement dans ma communauté, qui se passerait avec le cadre minimum de langue autochtone qui exige une enveloppe comme ça. Donc, c'est quand même concret, ça, pour moi. Donc, le problème, c'est pas cette enveloppe-là, parce que les langues autochtones sont excessivement importantes, plus que jamais. Par contre, quand on réalise que toutes les nations autochtones ne peuvent pas avoir une voix dans une enveloppe, on se dit, OK, qu'est-ce qu'on fait avec les autres? Il faut faire quelque chose. Il faut que c'est pas... Le spectre de la langue a une valeur très importante, mais il y en a d'autres aussi. Et comment on fait pour donner une voix à ces gens-là? Donc, je dirais que ça, c'est un frein. Puis il y a quelque chose là de vraiment important, c'est qu'il faut être conscient que quand on est un producteur
ou quand on est une boîte de production, des diversités, il faut cadrer dans le cadre du diffuseur. Le diffuseur nous dit, OK, tu fais une prod, il faut qu'il rentre là-dedans. Là, on veut que tu parles à X, puis là, tu sais, bon, peu importe quelles sont nos intentions ou le projet, il y a quand même un cadre qui vient du diffuseur, outre la durée puis la structure dans le temps du show. Ensuite de ça, il y a l'enveloppe sélective qui a une autre grille, qui est un autre rond. Après ça, il y a, si on va dans un financement complémentaire comme ISO, l'Indigenous Screen Office, c'est un autre cadre. Après ça, il y a les crédits d'impôt qui est un autre cadre. Après ça, tout ça est mis ensemble pour faire un ensemble commun dans lequel tu dis, OK, finalement, je pensais avoir cet espace-là pour faire ma prod, il me reste ça pour correspondre à toutes les obligations que j'ai. C'est quand même un défi de tout instant, là, parce que c'est important et c'est concret. Donc, ça prend du temps puis ça prend des sous, réussir à... Quand quelqu'un dit « oui, mais nous, c'est pas si complexe », non, mais moi, j'ai ce cadre-là et le cadre de tous les autres qui ont financé les projets aussi auxquels répondre pour m'assurer que ça marche et qu'on pourra me financer un deuxième projet. Donc, c'est quand même concret, ça. Fait que je pense que c'est important de réfléchir à ça. Puis pour moi, c'est sûr qu'il y a une différence à faire. De quelle nature, de quels moyens? Bien, peut-être qu'il y en aura plusieurs de possibles, mais pour moi, c'est sûr que dans la réalité autochtone, il y a une disparité énorme entre la réalité du Canada et du Québec. Puis, tu sais, pour poursuivre un peu sur ce que je te mentionnais aussi un peu plus tôt pour dire qui sont ces personnes-là, mais quand tu as des personnes en position de pouvoir et qui font pas partie de ces communautés de la diversité, puis il faut faire attention, hein, c'est pas tout le monde qui fait partie de la diversité qui va faire une différence. La CAQ a été élue dernièrement en tapant sur les immigrants. Il y a des personnes noires au sein de la CAQ qui reconnaissent pas le racisme systémique au sein de la CAQ autochtone, et pourtant, tu sais, est-ce que ces gens-là, c'est des bons... Tu sais, c'est complexe. C'est très complexe, c'est pas si évident que ça. Donc, tout ça pour dire aussi, en même temps, c'est sûr que ça aide un peu plus d'avoir quelqu'un qui s'est battu, quelqu'un qui a ces compréhensions-là. Et pour moi, c'est ça qu'il faut voir aussi. Quelles sont ces personnes-là aussi qui vont être dans ces postes-là? Est-ce que c'est des gens qui se sont battus longtemps, qui comprennent comment ça fonctionne, ce système-là, qui arrivent à le briser, tu sais? Et au Québec, la réalité aussi, veut pas, c'est que les gens sont très protectionnistes de la culture québécoise blanche. Je précise, francophone. Quand ils utilisent la langue comme une... Puis ça, on comprend pourquoi, là, tu sais, je veux dire, historiquement, le Québec, tu sais, mais il y a quelque chose aussi, pour rebondir sur ce que tu dis, moi, parce que j'ai quand même plusieurs vies, tu sais, je fais des films et je fais d'autres choses dans la vie aussi qui n'ont pas rapport avec la culture. On va faire une annonce ici. Oui, je vends des dildos, j'ai des restos. Puis je trouve que dans le milieu culturel, c'est le milieu le plus conservateur, en fait, contrairement à ce qu'on pense. On se pense bien ouvert, là, mais pour vrai, là, regarde les banques, regarde le milieu tech. Dans n'importe quelle entreprise, eux, ils ont compris l'affaire. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris que c'était, d'un point de vue économique, c'est payant. Il faut que les télés comprennent que c'est payant. La diversité, comme ils l'entendent, là, elle est payante. Elle est payante pourquoi? Parce que, surtout au Québec, parce que c'est ça notre identité aussi, il y a beaucoup d'immigrants ici, c'est que la population, la démographie change. Ceux qui ont de l'argent, qui vont dépenser dans 10, 15, 20 ans, c'est maintenant qu'il faut aller les pêcher. Pourquoi il y a des plateformes numériques québécois où il n'y a personne? Bien, c'est parce que regardez tous les choix qu'on a. Moi, j'ai des visages là, de toutes les couleurs, de toutes les formes. Quand j'allume ma télévision, j'ai même pas besoin de m'abonner ou avoir la télévision québécoise pour ça. Fait qu'il y a quelque chose d'un peu arriéré, c'est comme ceux qui s'attachent à cette télé-là vont disparaître, malheureusement ou heureusement, mais ils seront plus là. Ils seront plus là prochainement. C'est comme n'importe quel produit. Si on voit de cette façon-là, parlons de produits. Notre produit culturel, bien, il faut s'assurer qu'elle ait une pérennité. On ne peut pas juste s'attarder à un groupe d'individus. Ce groupe-là, quand il sort du marché du système de consommation où ils n'ont plus de pouvoir, comment on fait pour amener ces nouveaux jeunes-là? Donc, ces jeunes-là, ils pensent le monde autrement et ils sont sur leur téléphone, ils consomment d'une façon. Oui, on s'attarde souvent au code communicationnel, au code télévisuel, cinématographique, mais on ne s'attarde pas, dans le fond, à la richesse culturelle qui anime ces jeunes-là aussi. Donc, on les perd. Ils existeront. Je vais donner un exemple. Tout.tv, c'est une joke, c'est une blague. Pourquoi je paierais 9 $ ou 15 $ alors que je peux avoir
bien plus de diversité puis de choix ailleurs. Mais pour ça, il faut injecter dans le système des visions différentes, des gens issus de différents milieux, et c'est payant. Les banques l'ont compris, on le voit. Pourquoi? Ils ne font pas juste parce que c'est la chose à faire puis parce qu'ils sont gentils, c'est qu'ils savent que c'est payant. Puis cet argument économique-là, on dirait qu'il y a des dirigeants de certaines institutions ou certaines télés ne comprennent pas encore puis protègent un peu leur clan. Puis c'est bien dommage, mais ils vont crever. Et ces habitudes changeantes là, de consommation des plus jeunes, on a vu beaucoup d'enquêtes qui disent que la télé devient de plus en plus obsolète. En tant que créateur, créatrice, quelles sont les stratégies pour aller rejoindre ces consommateurs et consommatrices là, et des prochaines générations? Comment ça influence votre création? Moi, je regarde ce qui se fait à l'extérieur, OK? Je suis même pas inspiré par ce qui se fait ici. Puis pourtant, ici, c'est ça que j'ai besoin de nommer. Il y a environ 2-3 ans, on disait, il y avait la première série canadienne avec un rôle de femme noire qui était un rôle majeur. Et ça, c'était à travers le Canada. Ils disaient, c'est la première série. C'est pas vrai, ça. En 1998-99, il y avait Jasmine, qui était la première série avec une femme noire qui était là. Et il y a beaucoup de gens qui ont regardé ça, qui ont participé à cette émission-là. On était quand même un peu innovateurs. On s'est complètement perdu. Maintenant, ici au Québec, on a fait disparaître ce qu'on était un peu plus progressif. Même quand tu regardes les années du PQ auparavant, qui soutenaient beaucoup de gens qui étaient issus de la diversité, on n'en est plus là, malheureusement. On n'est plus dans cette voie-là. Et je pense, pour répondre un peu à ta question, je pense qu'il va falloir qu'on démontre une beaucoup plus grande ouverture envers les gens issus de la diversité. Mais les gens de la diversité, pour moi, j'ai aucun doute, là, présentement, les gens là, se dirigent vers d'autres plateformes. Les gens s'en vont vers Crave, les gens s'en vont vers Netflix, ils s'en vont vers leur propre plateforme. Donc, on est vers une autre voie présentement. Et comme je le disais, on est sur un déclin, justement, de cette culture québécoise. Moi, je regarde les artistes musicaux qui fonctionnent aujourd'hui sur les médias sociaux. Tu vois des jeunes qui ont des millions et des millions de views, ils jouent aucunement dans la télévision québécoise, ils jouent aucunement dans les films québécois, ils jouent aucunement à la radio. Ceux qui sont supportés, qui ont des millions de subventions, ils n'arrivent même pas à avoir 5000 views pour une vidéo. Il y a un décalage énorme. Il y a quelqu'un qu'il va falloir qu'il se réveille un jour. Non, aussi, c'est ce que j'ai, en fait, comme oui, là, moi je regarde bien évidemment beaucoup à l'étranger parce que moi je suis immigrée, en tout cas je suis arrivée ici adulte. Donc c'est sûr que quand j'entends parler de la francophonie, pour moi c'est vraiment, je la vois mondiale. Là. Et pour moi justement, dans cette espèce de préoccupation de survie, je comprends pas justement cette vision extrêmement restreinte là de la francophonie. C'est une personne blanche qui parle français, that's it, là. Ça c'est vraiment voilà. Aujourd'hui, la francophonie et puis même je pense que c'est en 2025, je ne veux pas dire de bêtises, mais la majorité des francophones, ils vont ressembler à Will et moi. Là. C'est ça. Mathématiquement, là, c'est ça. Démographiquement, c'est ça. Il y a pas de... Oui, c'est déjà le cas, mais je veux dire, en tout cas, il y a une date butoir à laquelle c'est un francophone sur 3, c'est afrodescendant. Donc... pour moi, justement, si on est d'un point de vue purement cynique, purement, commercial, je comprends pas qu'on ignore ça. Juste d'un point de vue financier, là, parce que ça, c'est démontré. Il y a des études qui montrent que les personnes et les contenus issus de la diversité ont non seulement une résonance à l'intérieur du pays, mais aussi voyagent beaucoup. Je veux dire, on le voit d'ailleurs sur les plateformes. Puis je pense que, comme Will disait aussi, on a tous envie maintenant de voir et on est ouvert à voir des choses différentes. Et puis avec Netflix, avec toutes les plateformes, tout ce qu'il y a de disponible comme contenu, voilà, moi je comprends pas très sincèrement ce petit carré de sable, de se restreindre à ce petit carré de sable-là. Et puis c'est surtout qu'il y a la question de la pérennité. Comment tu survis après? Qu'est-ce que tu envisages en fait pour continuer? Et donc c'est pour ça que pour répondre à ta question, moi je suis pas opposée justement à ce que il y ait des réponses spécifiques au Québec. Parce que je pense que la situation au Québec est très différente du reste du Canada. Il y a déjà, je pense,
on l'a tous évoqué, là, problème de prise de conscience, là, en tout cas, de la réalité par rapport au racisme systémique. Je pense qu'il y a un travail, j'ai presque envie de dire, une thérapie de groupe à avoir, tu vois, au niveau, je sais pas, national, là, de se dire les vraies affaires et puis de vraiment faire un peu un examen de conscience et un examen par rapport pour vraiment, voilà, se rendre compte de ce qu'il y a à dépasser, en fait. Et puis, comment est-ce qu'on peut trouver des solutions. Et pour moi, vu comment le système fonctionne de toute façon, ça va prendre la collaboration de tout le monde. Tant que ce sera, en fait, des préoccupations du FMC, parce que le FMC a pris quand même un rôle de leadership à vouloir changer les choses. Tant qu'il n'y a pas toute la collaboration et toute l'adhésion du système, ça va pas, les choses ne changeront pas, parce que c'est bien beau d'avoir un fonds destiné aux personnes de la diversité, mais si les diffuseurs ne collaborent pas, ça marche pas. Et on voit les résultats. Voilà. Si les diffuseurs bloquent ça parce qu'ils ont une vision économique et politique qui est vraiment dépassée, là, c'est vraiment pas smart, là, à mon avis. Là, c'est juste la démographie change. Là, mais moi, j'ai un projet qui a été financé aux 2 Conseils des arts à la SEDEC, à Téléfilm Canada. Mais là où ça bloque, c'est la télé. Donc, tous les fonds qui ont le mot télédiffuseur, je n'ai pas accès. Il y a quelques années, je n'avais même pas accès à la moitié de ça. Là, il y a un effet d'entraînement, mais c'est aussi parce que j'ai une grande gueule. Mais je pense à ces artistes qui n'ont pas le goût de gueuler, là. Ils ont le droit, eux aussi, d'accéder à ça sans devoir comme crier, puis hurler, puis faire ce travail politique. Donc, il faut faciliter la vie des artistes. Si on pense aux créateurs, visiblement, ici, nous, on est capable de se défendre, on est capable de prendre position. Mais il y a plein d'autres créateurs, des plus jeunes qui vont arriver aussi, c'est juste pas dans leur nature. Donc, ils vont abandonner en cours de route. Ils vont même pas se rendre là. Ils vont voir la montagne devant eux, ils vont même pas comprendre, ils vont dire « c'est pas pour moi, c'est trop compliqué, je vais aller ailleurs ». Et ça, c'est une richesse qu'on perd. On a besoin de compétitionner avec ces gros joueurs qui présentent un contenu hyper diversifié, une pluralité de formes aussi. On parle pas juste d'enjeux puis de fond. Et on se retourne vers le Québec, c'est tout le temps la même affaire. Vous avez vu un film, vous avez vu tous les films. Vous avez vu une série, vous avez vu toutes les séries. C'est tout le temps la même affaire. Et là, on est en train de perdre ces gens-là. Et vous nous demandez, ils nous demandent, tout le monde nous demande, et j'entends toujours les mêmes réponses depuis les 10 dernières années. Et ça revient à ce que tu disais plus tôt. À quand l'action? Là, je suis en train de me dire, c'est parce que vous voulez pas, là. Parce qu'on vous dit tous plus ou moins la même chose, tu sais. Avec des mots différents, avec une intensité différente, mais on vous dit très simplement des choses, puis c'est 5 points assez simples, tu sais, c'est pas si compliqué, puis ça change pas. Fait qu'on est là, puis on parle, puis on s'épuise, puis on fait ce qu'on n'est pas en train de faire, c'est-à-dire de la création, puis on fait de la politique. Si je voulais faire la politique, je me serais concentré pleinement là-dessus. Tu sais, c'est bien, je reviens à l'initiative d'aujourd'hui, c'est super bien, mais ça nous demande beaucoup d'efforts, toutes les personnes qui sont ici dans cette pièce aujourd'hui, mais à un moment donné, c'est aussi, c'est quoi la portée de cette affaire-là? Parce que quand je prends la parole, c'est du temps, c'est de l'argent, c'est mon énergie. Il faut que ça aille quelque part. Parce qu'il y a des gens qui disent des niaiseries puis qui ont une voix beaucoup plus forte que la mienne présentement. Pas que... Tu sais, et c'est ça qui est un peu fâchant. Ce discours-là, on l'entend dans des créneaux super fermés, tu sais, c'est comme on vous invite, vous avez 5 minutes, vous avez 2 minutes, 30 secondes, tu sais. C'est déjà arrivé, là, tu sais, à Radio-Canada, je me souviens, là, j'ai vraiment pété ma coche parce que finalement, on m'a dit propose des pistes de solutions. J'avais littéralement 45 secondes. Puis on te garde pour la fin parce qu'on va avoir plus de temps d'antenne. J'avais littéralement 45 secondes. J'ai pété ma coche. J'ai écrit à tout le monde à Radio-Canada, puis ils m'ont réinvité. Mais ils ont été vraiment sensibles et à l'écoute. Mais ça, c'est pas les individus qui créent le show. Il y avait plein de bonnes intentions. C'est la machine, c'est le format qui faisait que cette voix-là ne pouvait pas résonner de cette façon-là. Tu sais. Une émission pour parler de ça versus des centaines pour parler de Poutine puis de niaiseries, tu sais. Donc, il y a beaucoup de choses à faire, mais je pense qu'il faut un engagement politique, puis il faut faire la politique. Puis moi, je rêve à ce jour où on aura des politiciens, des premiers ministres qui vont nous vendre un projet au-delà de juste « ouais, le français, c'est important. Ouais, mais pour faire quoi après? Une fois que je maîtrise le français, de quoi allons-nous parler ensemble? » Ça, je ne le sais pas.
Qu'est-ce qu'on construit ensemble? Fait que là, là, je change un peu de sujet, puis je parle d'identité, mais on parle d'identité. OK, ben c'est normal, tu arrives dans un pays, j'apprends la langue, mais vends-moi plutôt le projet après la langue. Parle cette langue parce que tu pourras participer, tu pourras t'inclure dans le système. Si tu ne parles pas la même langue, on ne pourra pas jouer ensemble. On se comprendra pas. Là, on nous impose, dans le fond, des façons de faire, des politiques pour plus inclusives, plus équitables, tout ça, mais on ne sait pas, moi, je vois pas la visée. J'ai besoin qu'on me dise, que les institutions me disent, ultimement, c'est pour se rendre où, puis quand est-ce qu'on va s'y rendre. Ouais. Puis juste pour répondre, il y a toujours la résistance. Pour répondre ton point, c'est quasiment la thérapie des groupes. Et puis c'est difficile là, parce que nous, on est à un certain niveau, puis il y a une résistance. Pour revenir à ta réponse aussi, c'est pas évident. Toi, tu sais, on sait bien, on peut faire ça, mais pour amener ton verre d'un côté à l'autre, ça a l'air simple, mais il y a toujours de résistance selon le système actuel. Mais avant de finir, j'aimerais quand même soulever une dernière question avant d'aller dans la dernière question, qui est incontournable aujourd'hui. Et c'est la question de la authenticité et souveraineté narrative, parce que bon, ça fait aussi écho en anglais vis-à-vis le marché francophone. Les bureaux des écrans de noir ont fait beaucoup d'études par rapport à ça. Beaucoup d'institutions sont actuellement alignées à prendre ce dossier-là, mais c'est un des dossiers qui surtout ici au Québec, ça fait quasiment peur. Donc, juste avoir votre avis, est-ce que toute cette logique de rien sur nous, sans nous, comment ça s'applique ici au Québec, puis qu'est-ce qu'on pourrait faire vraiment pour aller dans le concret sur cet aspect-là de la création? Bien, il y a un aspect, je vais commencer. Je pense qu'il y a une question de, puis là, comprenez-moi bien, là, je ne veux pas te mal interpréter, mais il y a un enjeu de contrôle là-dedans. C'est que je pense que quand on veut raconter une histoire autochtone, tu peux avoir les meilleures intentions du monde, mais si dans tes créatifs, il n'y a pas de personnes autochtones, tu vas transférer ta vision de ce que c'est être autochtone. Donc, c'est ça qu'on veut essayer d'éviter, par exemple, quand on parle de protocole de souveraineté narrative. Et un protocole de souveraineté narrative, ça veut dire se raconter. Ensuite, il faut voir qu'est-ce que ça veut dire se raconter. Il faut s'entendre sur la définition de ce que c'est. À travers combien, après ça, présentement, c'est à travers combien de pourcentage de postes clés, on reconnaît le contrôle. Bon, moi, je pense qu'il faut que le contrôle soit autochtone dans une histoire et la manière d'y arriver, il peut y avoir plusieurs manières d'y arriver où le calcul se fait, oui, en postes clés, mais à travers la manière avec laquelle un projet est mené. Je pense que la manière dont un projet est porté est aussi important que le projet qu'on porte. Et ça, on l'oublie souvent. La manière avec laquelle on va transposer quelque chose à l'écran, la manière avec laquelle on va décider de raconter une histoire X ou Y devient, dans un cadre de souveraineté narrative autochtone, là, spécifiquement pour ce que je veux ajouter à la conversation, devient aussi important que l'histoire. Et je pense que ça explique bien comment on veut procéder, comment la boîte de production procède, avec qui elle travaille, comment les décisions se prennent. Et ce n'est pas l'actionnariat dans une compagnie qui est seulement le reflet du contrôle. C'est au-dessus de ça. Il y a une question de l'actionnariat autochtone, oui, mais au-dessus de ça, comment pour ce projet-là, les décisions vont être prises? Et je pense que dans un cadre où on veut représenter une multiplication des voix, puis aussi encourager cette possibilité-là que de plus en plus de gens prennent le relais, il faut s'habituer à peut-être demander des questions qu'on ne pose pas présentement dans l'industrie, c'est-à-dire comment veux-tu raconter cette histoire-là et comment toi, tu vois ta responsabilité envers une histoire et envers la nation qui possède, par exemple, cette histoire-là. Donc, il y a toute cette réflexion-là à faire et je pense qu'elle ne peut pas se faire autrement dans un cadre de souveraineté narrative autochtone. Et c'est essentiel parce qu'il faut rappeler que nous, on porte tous un poids de l'histoire qui est différent selon la personne, mais je le porte, le poids de l'histoire. Oui, je vois une différence. Par contre, il y a tellement de choses concrètes qui se passent pas, c'est incroyable. Il faut quand même dire les choses comme c'est. Et souvent, ce qu'on me dit, c'est oui, mais c'est bien compliqué les réalités autochtones. Hey, attends, il y a cette langue-là. Oui, ici, 11 ans. C'est bien compliqué. Ben oui, mais c'est quand même ça. Il faut pas que parce que ça peut pas se régler en 3 minutes, on se dise on abandonne. C'est trop facile, ça fonctionne pas. Je pense qu'il faut prendre les bouchées une à la fois.
C'est comme ça qu'on mange un éléphant. Fait que faut faire ça une chose à la fois, puis on va finir par y arriver, mais on ne peut pas faire ça si on ne le fait pas ensemble. Kasewe, le nom de la boîte de prod que j'ai, s'appelle Ensemble, puis ça veut dire ensemble en langue abénaquise, puis c'est le reflet de ce que je veux faire. Je veux faire des projets ensemble. On fera jamais rien tout seul. Peut-être quelqu'un rapidement sur l'authenticité, je sais pas. Il ne faut pas se mentir aussi, il y a un problème qui va toujours demeurer, qui est majeur, c'est que c'est un petit milieu où est-ce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent, qu'il y a déjà beaucoup de difficultés. Donc c'est sûr qu'il y a des gens qui veulent protéger certaines choses, mais ces gens-là qui font ça doivent réfléchir aussi. On est en train de protéger certaines choses, mais en même temps, on est en train de diminuer certaines choses parce qu'on n'ouvre pas à un public beaucoup plus large. Et quand on va ouvrir à un public plus large, bien, c'est tout le monde qui va en bénéficier, non seulement des histoires, mais aussi d'un point de vue comptable, simplement. T'sais. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être faites justement pour prendre ça en considération. Mais l'authenticité, comme je le dis, bien, ça part à la base. Et partir à la base, bien, ça prend du temps. Puis ça prend des gens aussi qui soient prêts et ouverts à transformer ça dans des postes de pouvoir, puis ils disent « OK, peut-être je vais laisser espace à une autre personne ou je vais travailler avec ces autres personnes-là. » Merci beaucoup. Je pense que c'est un super mot de la fin. On est malheureusement obligé de conclure cette conversation. Merci beaucoup pour tous vos partages, votre sincérité, votre honnêteté sur toutes ces questions-là. Là, on s'arrête, mais la conversation continue, on est d'accord. Donc, merci beaucoup.